Alors, les mécanismes, ce sont des mécanismes en fait de défense neurobiologiques et psychologiques qui se mettent en place au moment du trauma. C'est des mécanismes qui sont, disons, normaux et qui peuvent arriver à toute personne. C'est-à-dire que ce n'est pas lié à la victime, c'est lié à la violence et à l'intentionnalité de l'agresseur aussi. C'est-à-dire qu'une violence, vraiment le côté intentionnel, va entraîner beaucoup plus de troubles parce qu'elle va beaucoup plus toucher en fait la victime. Alors ça c'est important parce que pendant longtemps on a plutôt mis le focus sur la victime pour se dire que c'était elle qui était plus particulièrement fragile et c'est pour ça qu'elle développait des troubles, alors que non, il faut mettre le focus sur la violence et sur l'agresseur parce que c'est son mode opératoire, c'est les violences qu'il exerce qui vont avoir un impact grave sur la victime. Alors voilà, vous dites d'ailleurs que il y a des choses effectivement, des mécanismes psychiques qui se mettent en place pour échapper au risque vital généré par le stress d'une telle agression. Voilà, donc on se retrouve face à un stress. Habituellement, quand on est face à un stress, on a des réactions émotionnelles. On a une petite structure dans le cerveau qui s'appelle l'amygdale cérébrale, qui est vraiment au cœur de tout ce qui est réponse au stress et réponse émotionnelle. Et cette amygdale cérébrale va s'allumer en quelque sorte et produire des hormones de stress pour pouvoir répondre à un danger. Alors, c'est l'adrénaline, le cortisol, pour pouvoir agir, et ça se fait automatiquement et immédiatement. Et dans un deuxième temps, le cortex va analyser la situation, trouver des solutions, comprendre un peu ce qui se passe, et cette capacité d'analyse du cortex va permettre de moduler la réponse au stress. C'est-à-dire que l'amygdale cérébrale, c'est une alarme qui s'allume, mais qui ne s'éteint pas toute seule au danger, et le cortex frontal particulièrement va moduler cette alarme, voire l'éteindre en fonction de l'analyse et des réponses qu'il va donner. Donc ça, c'est ce qui se passe normalement. Or là, dans le cadre de violence, où vous êtes face à une situation où quelqu'un veut vous détruire, face à une situation où vous êtes impuissant, vous êtes séquestré, vous êtes bloqué, vous êtes face à une situation extrême, vous êtes menacé, à ce moment-là, vous n'avez pas du tout de possibilité, en fait, de trouver des réponses immédiates. Vous êtes dans une situation complètement anormale. Et il n'y a pas d'impasse, c'est une impasse, on ne peut pas s'en sortir. C'est une impasse, et c'est une impasse au niveau du sens aussi, c'est une impasse au niveau des possibilités, au niveau du sens, et à ce moment-là, il y a ce qu'on appelle une sidération psychologique. C'est-à-dire qu'on a vraiment le cortex est paralysé. D'ailleurs, ça se voit sur les IRM, on voit que le cortex ne répond plus. C'est-à-dire qu'il est paralysé, et du coup, il ne va pas pouvoir moduler la réponse émotionnelle. Donc l'amygdale cérébrale va continuer, comme une alarme, à hurler, et en quelque sorte, et à produire des grandes quantités d'adrénaline et de cortisol. Or, l'adrénaline et le cortisol, ce sont des hormones qui sont très utiles, parce que c'est ce qui permet effectivement de préparer l'organisme en augmentant la contraction, la contractilité du myocarde, en augmentant l'apport d'oxygène. Donc ça permet et puis de glucose dans le sang, ça permet en fait à l'organisme de pouvoir faire des efforts énormes parce qu'il y a du carburant qui arrive en quelque sorte. Mais là, on se retrouve avec des quantités d'adrénaline et de cortisol qui elles-mêmes vont représenter un risque vital. Adrénaline, risque vital au niveau cardiovasculaire, on pourrait mourir de stress, faire un infarctus du myocarde, et puis au niveau neurologique, le cortisol, qui en fait a un effet neurotoxique important. Donc il peut entraîner des morts neuronales, et puis il a un impact catastrophique aussi au niveau dendritique, au niveau donc du fonctionnement neuronal. Et on peut donc là aussi du côté neurologique faire une perte de connaissance, des équivalents épileptiques, et il peut y avoir jusqu'à un pourcentage parfois assez important de neurones qui vont en fait être détruits. Et c'est pour ça, devant en fait tout ce risque vital, l'organisme en fait a un joker qui sort, et il va, comme dans un circuit électrique qui est en survoltage, il va disjoncter. Donc il va en fait isoler l'amygdale cérébrale, ce qui fait qu'elle ne pourra plus commander la sécrétion d'adrénaline et de cortisol au niveau des surrénales. Alors, c'est ce que vous aviez dit dans la précédente émission. En fait, la victime va avoir un sentiment d'irréalité, c'est ça? Voilà. Différence. Parce que, donc, en fait, la victime, elle est en face de quelqu'un qui veut la tuer, et qui veut la détruire, et puis elle a l'impression que le stress va la tuer aussi. Et elle n'a pas tort. Et d'un seul coup, c'est un petit peu comme si
elle était déjà morte. En fait, d'un seul coup, ça disjoncte, ça se déconnecte, et elle a un sentiment total d'irréalité. Pourquoi? Parce que je veux dire que quand vous voyez un événement qui est atroce, et que vous n'avez plus d'émotion, vous n'avez plus de réaction émotionnelle, c'est comme si cet événement vous était étranger. C'est comme si vous étiez spectateur de la situation. Comme vous êtes déconnecté. Vous n'étiez plus dans votre corps. Voilà. Donc il y a vraiment cette décorporalisation, le fait de se voir à l'extérieur et en fait, la disjonction, c'est important aussi. Elle se fait avec, entre autres, parce que c'est compliqué. Je travaille avec des équipes de neurosciences. On n'a pas tous les éléments encore pour comprendre exactement ce qui se passe. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a une sécrétion de neurotransmetteurs morphine-like et kétamine-like. Donc, en fait, c'est un cocktail morphine-kétamine qui est sécrété par le cerveau pour faire disjoncter le système. Et du coup, c'est très efficace pour avoir cette impression de déconnexion et aussi pour avoir une anesthésie, non seulement émotionnelle, mais aussi physique. Oui. Donc, on ne sent plus rien. Donc c'est ce qui permet de survivre. Mais du coup, ça va être très très troublant pour les victimes. Alors déjà parce qu'elles ont été sidérées. Quand on est sidéré, on ne peut pas parler, on ne peut pas crier, on ne peut pas bouger, on reste comme ça et après on peut vous le reprocher. Pourquoi vous n'avez pas crié? Bien sûr. Mais vous ne pouviez pas. Ah oui. Et puis quand on est dissocié, on est déconnecté, on a un sentiment d'étrangeté. On a aussi souvent des troubles de la mémoire qui se mettent en place parce qu'avec les atteintes neurologiques, on peut même avoir des trous noirs. Et on a aussi une déconnexion à ce moment-là par rapport à l'hippocampe, de tout ce qui en fait est aussi repérage temporo-spatial. C'est-à-dire qu'on a aussi une déconnexion au niveau du temps et de l'espace, avec vraiment des troubles du repérage temporo-spatial, ce qui pourra être aussi reproché aux victimes. Alors comment ça